Bonjour messieurs, bienvenue sur cette conférence France Travail qui concerne donc le signalement FCTU, fin de contrat de travail unique. Bien gérer les fins de contrat de travail, vous imaginez, pour France Travail, c'est très important. Je me présente, Fabrice Dubois, expert applicatif en Normandie, et l'un des sujets qui nous concerne, et particulièrement, c'est la DSN. Bonjour à tous, je me présente également, Cathy Gobo, je suis experte applicatif régionale au même titre que Fabrice, en Normandie également, et l'un de mes sujets est également la déclaration sociale nominative. Alors, nous allons revenir dans cette présentation sur plusieurs points au niveau du fin de contrat de travail unique. En premier, le point réglementaire pour que l'on puisse refixer en fait les différents points de la fin de contrat de travail. La conformité des données qui est essentielle effectivement pour France Travail, quelques points sur les éléments chiffrés, et puis par la suite, on va faire des focus. Un focus spécifique sur l'identité du salarié qui est extrêmement importante pour que l'on puisse récupérer les différents signalements que vous faites. Un point également sur la date de début de contrat de travail. Un point sur le mois de la DSN présent dans le signalement FCTU de façon à ce que vos déclarations correspondent bien à ce qui est donné au niveau du salarié en termes de salaire. Un point sur la rémunération, sur l'activité, sur les primes et sur les indemnités compensatrices de congés payés. Et on finira par un petit point sur de la documentation qui vous sera accessible pour que vous puissiez retrouver les différents liens sur lesquels nous sommes revenus sur cette présentation. Aujourd'hui, le signalement fin de contrat de travail unique, donc FCTU, il est obligatoire depuis le 1er janvier 2022. C'est le cas pour les différentes populations qui sont éligibles et qui doivent être déclarées en DSN. À ce jour, donc à date, les personnes qui sont exclues de la DSN, ce sera les gens de mer, les fonctionnaires et les intermittents du spectacle. Donc ça, c'est à ce jour. Quand vous faites un signalement de fin de contrat de travail, vous avez 5 jours pour faire ce signalement d'événement. Que ce soit une fin de CDD, un licenciement pour autre motif, peu importe. Vous devez faire ce signalement dans les 5 jours ouvrés suivant la fin de contrat de travail. Une fois que vous faites ce signalement, si celui-ci est conforme, vous aurez la production de l'attestation employeur. Cette attestation employeur, une fois que vous l'avez récupérée, elle devra être authentifiée, c'est-à-dire signée par vous, et remise au salarié. C'est ce qui est prévu dans le Code du travail. En DSN, il existe des dispositifs qui sont dérogatoires. Dérogatoires parce que les contrats qui sont faits par certains types de populations, par exemple les intérimaires ou l'hôtellerie-restauration, fait qu'il y a beaucoup de contrats sur un seul mois. Et donc, pour faciliter cette déclaration, il existe des dispositifs dérogatoires. La RMM, donc les relevés mensuels de mission pour tout ce qui est intérim, tout ce qui est population intérimaire, et le CDDUD, donc le contrat à durée déterminée d'usage qui est prévu dans le Code du travail, dispose d'un mode dérogatoire pour les contrats inframensuels, donc qui représentent moins d'un mois. Si on résume, on se dit que la DSN est obligatoire pour pratiquement tout le monde depuis le 1er janvier 2022, que votre signalement doit être fait dans les 5 jours ouvrés suivant la fin du contrat de travail, qu'à partir du moment où votre signalement est conforme, vous avez l'attestation employeur qui vous arrive toute faite, toute remplie, que vous avez juste à la signer, la vérifier et la remettre au demandeur d'emploi. Quand vous faites un signalement FCTU, vous allez avoir dans ce signalement les différentes données mensuelles que vous avez déjà transmises aux organismes sociaux dont France Travail fait partie, les mensuels qui vont venir s'agréger de façon à constituer correctement l'attestation employeur. C'est-à-dire que si vous avez fait une erreur sur une mensuelle, parce que par exemple vous avez oublié un rappel d'heures supplémentaires, eh bien, cette erreur, elle va se retrouver également dans votre signalement. Vous allez constater, lorsque vous allez avoir l'attestation employeur, qu'il manque, par exemple, un salaire, un rappel de salaire sur un mois donné. C'est pourquoi la qualité des données DSN mensuelles est primordiale pour permettre la bonne complétude de l'attestation employeur via le signalement FCTU.
Une fois que votre signalement est fait, il intègre automatiquement le dossier du demandeur d'emploi. Si effectivement on a bien des numéros de sécurité sociale qui sont certifiés, mais cela Fabrice va y revenir par la suite, et qu'on trouve bien une correspondance, ce signalement va venir intégrer directement notre applicatif de gestion des demandeurs d'emploi. Il va donc y avoir un impact sur le calcul du droit, parce que des fois on va attendre cette attestation employeur pour permettre le calcul du droit, mais également, si le droit était déjà ouvert, un impact sur le calcul de son complément d'allocation s'il y a le droit. Ce qui signifie que si on a une donnée de base qui est erronée et qui est reprise, eh bien potentiellement, il peut y avoir un trop-perçu engendré dans le dossier du demandeur d'emploi si effectivement on rencontre une erreur. Une fois que votre signalement à FCTU est fait, vous pouvez avoir, parce que vous n'aviez pas eu à l'époque, une information disant que cette personne avait eu une prime qui n'avait pas été versée lors de votre signalement à FCTU. Dans ces cas-là, vous ne devez pas faire une mensuelle uniquement pour indiquer qu'il y a un rappel de prime, mais comme le contrat a été clôturé, il faudra faire un signalement FCTU annule et remplace pour indiquer la prime qui n'avait pas été donnée lors du précédent signalement. Ce qui signifie que si vous avez, une fois que votre contrat est clôturé, un rappel de paiement, un ajustement, quel qu'il soit, vous devez obligatoirement passer par un signalement fin de contrat de travail unique, annule et remplace. Vous ne pouvez pas repartir sur une donnée mensuelle ou tout du moins pas uniquement. Si on résume cette slide-là, on se dit en fait que le signalement FCTU, il va reprendre l'ensemble des signalements mensuels que vous avez effectués, que par conséquent, il faut impérativement que vos données mensuelles soient correctes de façon à produire une attestation employeur correcte, qu'une fois que ça a intégré le dossier du demandeur d'emploi et que votre clôture a été faite, si vous constatez qu'il y a un manque ou une erreur sur votre premier signalement, il faut passer par une annule et remplace pour modifier les données. Quelques éléments chiffrés. En septembre 2025, on a un peu plus de 100 000 établissements qui ont réalisé une fin de contrat de travail unique. Sur septembre 2025, toujours, on a un petit peu moins de 3 millions de signalements fin de contrat de travail unique qui ont été faits au niveau de France Travail. Et qu'on a aussi la possibilité, si et uniquement si le signalement FCTU ne peut pas être fait, parce qu'on a par exemple un contrat qui ne relève pas de la DSN, fonctionnaire, gendarme de mer, comme on a vu précédemment, eh bien on a la possibilité de produire une attestation employeur via francetravail.fr. Il s'agit bien d'un mode secours qui doit être pris uniquement si on n'a pas la possibilité technique de réaliser un signalement FCTU. Voici donc sur le premier sujet, l'identité du salarié, donc une donnée essentielle, et on peut mettre essentiel en gras et en majuscule, dans le sens où, avant de parler de la qualité du contenu de la DSN, une mauvaise identification de votre salarié, évidemment, va entraîner des anomalies majeures. Alors, si nous, France Travail, nous avons une anomalie sur votre flux, il faut bien imaginer que la sécurité sociale, les CARSAT, les impôts auront potentiellement le même souci. Alors, dans un flux, vous avez, on peut dire, trois possibilités au tout démarrage pour remplir au niveau du NIR. Vous avez bien sûr le NIR, numéro d'inscription au répertoire, que la plupart des gens ont bien sûr. Vous avez également le NIA, le numéro d'identification d'attente, qui est un numéro donc où la personne est en cours d'obtenir son NIR. Vous avez également cette possibilité d'avoir le numéro technique temporaire, donc le NTT, lorsque votre salarié est incapable de produire son NIR. Dans l'attente, vous pouvez mettre ce numéro, bien qui ne correspond en rien à un NIR, puisque vous avez dedans, par exemple, une partie de votre SIRET, et jusqu'à temps d'obtenir, que le salarié puisse obtenir son NIR. Alors, bien sûr, il faudra s'en assurer. Alors, il est préférable de s'en assurer auprès de l'attestation de droit de la sécurité sociale
plutôt que la carte vitale, ainsi qu'une pièce d'identité. Évidemment, pour rappel, lorsque vous envoyez votre flux, vous le remplissez avec des données d'identité. Je vais partir sur un exemple où vous n'avez pas indiqué de NIR, puisque c'est une quatrième possibilité où le bloc concernant le NIR est vide. Malgré tout, votre flux passe par le SNGI, le Système national de gestion des identifiants, qui va se charger de compléter ou de mettre la même chose, si votre identité est parfaitement identifiée, de mettre un identifiant. Et c'est sur cet identifiant du SNGI que France Travail va se baser afin de l'insérer dans le dossier du demandeur. Donc vous imaginez que si votre identité est partiellement remplie, le SNGI potentiellement va nous donner peut-être une autre personne. Et je vous laisse imaginer ce que ça peut provoquer au niveau du demandeur d'emploi. Il a déclaré ne pas avoir travaillé. On reçoit un flux comme quoi il a travaillé. On va lui donner un trop perçu. Potentiellement, on va lui dire qu'il n'a pas déclaré son travail. Mais ça peut concerner aussi les autres organismes comme les impôts, puisqu'il sera amené, si rien ne change, à devoir déclarer la somme que vous auriez pu donner. Donc, franchement, des contrôles sont réalisés sur les données d'identification pour assurer la conformité du SNG. Nous, c'est un sujet qui est porté déjà depuis, je pourrais dire quelques années, mais de plus en plus depuis ces dernières semaines, qui va durer encore quelques mois de façon à s'assurer que le maximum de flux soit bien rempli au niveau de l'identité. Vous avez des outils à votre disposition, puisque vous avez le compte-rendu métier d'identité, comme le bilan d'identification des salariés, qui vous permet de suivre le statut d'identification de vos salariés. Alors, nous, pour éviter toutes ces problématiques, puisqu'on en reçoit chaque semaine, on peut le dire, Cathy vous le confirmerait, mais on reçoit chaque semaine des demandeurs d'emploi qui déclarent ne pas avoir travaillé. Alors, on le sait, des fois, c'est l'identité que vous avez pu déclarer est incomplète, mais des fois, nous avons aussi une identité totalement identique à ce que vous avez déclaré et ce que le SNGI nous donne. Mais on découvre aussi que les achats d'identité, les prêts d'identité font partie du métier et nous sommes amenés de plus en plus à demander à notre demandeur de porter plainte puisque potentiellement l'identité serait la même qu'une autre personne. Voilà ce qu'on peut dire sur le contrôle. Alors bien sûr, on a besoin de vous. On a besoin de vous, de le régler au plus vite, de remplir au plus vite le maximum d'informations concernant l'identité. Ce que vous voyez sur ce slide, c'est la partie salariée de l'attestation employeur où nous vous rappelons l'ensemble des blocs qui concernent l'identité ainsi que les différentes rubriques. Vous pouvez voir par exemple que le NIR, c'est sur le bloc 30 et la rubrique 001 et celle-ci vraiment est primordiale dans les flux. Merci à vous de le compléter. Un autre point sur lequel on va revenir, ça va être la date de début du contrat de travail. Donc, cette date de début de contrat de travail, elle se situe sur le bloc 40, sur le point 001, et elle a une importance considérable pour France Travail. Cette date de durée d'emploi, ce point en fait de la date de début de contrat de travail va permettre de déterminer le temps que votre salarié a passé au niveau de son emploi, ce qui signifie qu'il va permettre l'ouverture ou non d'un droit à l'assurance chômage, une durée d'indemnisation potentielle et savoir si on peut payer intégralement ou pas cette personne dans un cadre spécifique qu'on appelle l'activité conservée. Si effectivement cette durée d'emploi qui est liée à la date de début de contrat n'est pas correcte parce qu'il y a eu une mauvaise déclaration, et bien du coup, on aura des erreurs derrière sur l'ouverture d'un droit
sur la durée d'indemnisation et sur un paiement correct ou non du demandeur d'emploi. C'est pour ça qu'on se permet de faire ce focus en rappelant que la date des débuts de contrat doit refléter fidèlement la date réelle du contrat de travail qui est en cours d'exécution. Si je vous donne un exemple qui s'est passé il y a pas très, très longtemps, on a eu une attestation employeur du 1er janvier au 30 juin, donc 6 mois qui permet l'ouverture d'un droit. Et en fait, quand on a regardé les contrats, on s'est aperçu que c'était un contrat du 1er janvier au 28 février et un autre du 1er mai au 30 juin. Il ne réunissait plus les conditions, ce qui signifie qu'on a dû revenir sur l'ouverture de droit initialement donnée aux demandeurs d'emploi. On vous demande donc une vigilance particulière sur cette date de début de contrat qui est initiée dès la mensuelle, avec un point spécifique sur le transfert du contrat. Parce que si le contrat en fait, de votre salarié a été transféré, c'est bien la date initiale du premier contrat qui doit être conservée. On ne va pas revenir en fait sur une date ultérieure, hein. On garde bien la date initiale. On vous demande de faire attention sur le cadre des successions de contrats ou encore sur un avenant de passage du CDD au CDI où c'est bien, puisqu'il n'y aura pas de journée d'interruption, dans ce cas-là, ce sera bien la date de début du CDD qui sera prise en compte. Également, si vous vous rendez compte que vous avez fait une erreur sur la date de début de contrat de travail, la modifier uniquement dans le cadre de la mensuelle ne suffit pas pour permettre le changement en fait de cette date. Il faut bien utiliser le bloc changement de contrat, donc qui est le bloc 41 dans le cadre de la DSL, pour tracer toutes les modifications que vous avez faites au niveau de cette date de début de contrat de travail et surtout conserver l'historique de l'ancien contrat si jamais on est dans le cadre, par exemple, d'un transfert de société. Si on résume en fait cette slide, on se dit bien que la date de début de contrat, elle est importante pour que France Travail ouvre des droits corrects au niveau du demandeur d'emploi, qu'on se met en place une vigilance particulière dans les successions de CDD, dans les avenants de CDD au niveau pour un CDI ou dans le cadre d'un transfert de contrat, et que si jamais effectivement on tombe sur un de ces deux cas, eh bien on va utiliser le bloc changement de contrat pour permettre d'avoir une trace des modifications qui ont été faites au niveau du contrat de travail. La date de début de contrat, c'est également des bonnes pratiques qu'on souhaite rappeler ici pour indiquer que chaque contrat qui est déclaré en DSN doit se traduire par la présence d'un bloc 40 par contrat, c'est-à-dire que le contrat a bien été commencé et qu'il est bien contracté avec chaque salarié. Il est formellement interdit, proscrit, dans le cadre de la DSN, de reprendre l'ensemble des contrats sur un seul mois. Si je prends un exemple, vous ne devez pas faire une attestation employeur pour le mois d'octobre qui indique en fait une date de début au 1er octobre et une date de fin au 31 octobre. Si la personne a fait uniquement 2 jours, le 1er par exemple et le 31, vous devez faire 2 attestations employeurs, une attestation employeur pour le 1er octobre et une attestation employeur pour le 31 octobre. Vous ne devez pas rassembler vos contrats au niveau d'un mois. Vous êtes contraint de faire une attestation employeur par contrat de travail. Les erreurs que nous, on rencontre le plus, eh bien, ça va être la non-utilisation du bloc changement, qui lui va modifier effectivement la date de début de contrat, comme on l'a vu précédemment. La déclaration d'un même contrat sans bloc changement, du coup, entraîne la perte de l'historique de vos contrats, de vos différents changements. Ce qui veut dire que quand vous allez produire l'attestation employeur, vous n'allez avoir qu'une partie du contrat de travail du salarié. Vous allez avoir uniquement la dernière modification que vous avez faite. Ce qui veut dire que quand vous allez faire l'attestation employeur finale, eh bien, cette attestation employeur ne va pas refléter le contrat exact du demandeur d'emploi qui était votre salarié. Là, nous allons parler donc d'une nouvelle rubrique sur le mois de la DSN présent dans le signalement FCTU. Alors, c'est peut-être un peu plus méconnu, mais au-delà d'un salon virtuel que nous sommes ce jour en train de faire, il nous amène dans l'année de voir des employeurs, qu'ils soient du secteur privé, secteur public, voire même des experts comptables. Et il arrive régulièrement lors de ces rencontres
d'avoir cette remontée. Alors, je m'explique. Lorsque vous faites un signalement FCTU, vous devez déclarer le mois M-1 et le mois M qui supportent le solde de tout compte. Par exemple, hein, le contrat se termine le 10 novembre, vous allez devoir faire la mensuelle d'octobre, la mensuelle de novembre, et tous les mois précédents, s'il y a lieu, sont repris par votre déclaration mensuelle. Seulement, dans certains cas, on s'aperçoit que dans le bloc 62, rubrique 20, qui concerne particulièrement la date sur laquelle porte le solde de tout compte. Dans mon exemple que je citais, où la fin de contrat était par exemple au 10 novembre, ça serait donc le 1er novembre de cette année. Et sur le bloc 50, toujours rubrique 20, c'est assez binaire, hein, c'est un code 1 ou 2, mais qui va indiquer pour le code 1 que c'est le mensuel de novembre, et le 2, ça va être le mensuel du mois d'octobre. Pourquoi on vous parle de ça? Il arrive que ces codes, alors là, c'est vraiment un souci de paramétrage, et donc votre éditeur sera à même de régler ce souci, mais il arrive en cours d'inscription qu'un demandeur, il a un salaire en double parce que ses déclarations sont erronées. Qui dit salaire en double, s'il a le droit à un complément de la part de France Travail, évidemment, il aura beaucoup moins de compléments et il va venir se déplacer indiquant le pourquoi du comment. Et nous, on sera à même de vous le renvoyer, entre guillemets, puisqu'on lui demandera à vous, employeur, de faire une annulaire en place, comme Cathy l'a dit précédemment. Et ça permettra d'avoir les bonnes données. Donc, c'est vraiment quelque chose que vous ne verrez pas au départ lors de votre déclaration. Par contre, ça sera visible lorsque nous vous enverrons l'attestation employée rematérialisée et que vous vérifierez sur les 2 derniers mois que les sommes ne sont pas ce que vous souhaitiez voir sur l'attestation employeur. Donc, vraiment, contactez votre éditeur de logiciel parce qu'il vérifie le paramétrage. Autre donnée qui peut impacter, bien sûr, un dossier d'un demandeur, c'est la quotité de travail. Donc, sur le bloc 40, les rubriques 11, 12 et 13, puisque un salarié qui est à temps partiel, évidemment, pourra voir son taux diminuer. Alors, soit l'allocation chômage, la partie fixe qui est déterminée, soit l'allocation minimum qui est réduite et qui se fait au prorata de l'horaire contractuel du salarié. Donc, vous avez la formule sous les yeux, hein, le bloc 40, rubrique 13, qui concerne les quotités de travail du salarié sur la quotité de travail de référence. Pourquoi? Parce que si je vous donne un exemple, vous avez un demandeur qui a travaillé toute la semaine et juste une semaine, on va dire, et vous allez déclarer qu'il a fait 35 heures en quantité de travail et sur l'horaire entreprise, vous allez dire 151 heures. Nous, 35 heures, c'est 35 heures qu'on va considérer mensuelles, alors que potentiellement, sur une horaire de 35 heures en entreprise, il aura fait du temps complet, 35 heures sur 35. Donc, vraiment vérifiez votre déclaration, puisque ça impactera le demandeur. Nous, on va prendre ce que vous déclarez et bien sûr, derrière, il va voir son taux réduit. Sur la rubrique 11, c'est l'unité de mesure. Alors, il y en a quelques-unes qui existent, mais France Travail n'en utilise que 3, puisque on considère que ces 3 mesures, donc le code 10 pour les heures, 20 forfait jour ou 21 forfait heure, ce sont des unités de mesure qui sont mesurables, donc aucunement le 34 par exemple qui est au SMIC, qui n'est pas mesurable pour nous. Donc au-delà de ces 3 codes, France Travail ne pourra pas prendre ces codes, ces mesures. Pour rappel, au niveau d'un employeur du secteur privé, les déclarations, les quantités déclarées sont mensuelles, mais pour le secteur public, elles sont hebdomadaires. Donc ici, une autre partie de l'attestation employeur où on vous
remet les différents blocs, alors contrat public, du salarié, on vous indique, et l'horaire du travail, c'est sur la rubrique 11, sur les trois quotités que j'ai pu vous préciser juste avant. Un autre point sur lequel on voulait revenir, c'était le bloc rémunération. Donc, le bloc rémunération, c'est le bloc 51 dans la codification DSN. Et dans ce bloc 51, ce qu'on vous demande, c'est de bien choisir le type 002, qui est le salaire brut servant au calcul des droits de l'assurance chômage. Ce bloc-là, qu'est-ce qu'il doit comporter? Eh bien, il doit comporter uniquement les éléments de salaire. Il ne doit pas comporter les primes, puisque vous avez un autre bloc pour le déclarer, et il ne doit pas non plus comporter les indemnités relatives à la rupture du contrat de travail, parce que pareil, ça va être déclaré dans un autre bloc. Quand vous déclarez des primes ou des indemnités de rupture sur ce bloc, eh bien, vous allez les voir reporter sur votre attestation employeur. Si on prend un exemple, vous avez un salarié qui a à peu près 2 000 euros de salaire brut. Et si sur le dernier mois, vous voyez que l'attestation employeur donne un salaire de 4 000 euros, c'est que potentiellement, il y a eu des erreurs de déclaration. Donc, on prend bien en compte uniquement les salaires qui, du coup, seront reportés sur l'attestation employeur. Donc, quand vous avez votre signalement FCTE qui est conforme et que vous avez votre attestation employeur qui revient, regardez bien si effectivement les salaires correspondent bien aux éléments de calcul qui sont attendus par France Travail. On rappelle également que les employeurs publics, qu'ils soient affiliés à l'assurance chômage par convention de gestion ou qu'ils soient en auto-assurance, doivent également remplir ce bloc. Il n'y a pas de déclaration à zéro par défaut. Il faut bien remplir ce bloc pour que l'on puisse avoir une attestation employeur qui est conforme et qui est remise aux salariés. Donc faites très attention lorsque vous avez votre attestation employeur rematérialisée, de faire en sorte de bien regarder que les attestations, enfin que les salaires dans l'attestation employeur soient corrects par rapport aux salaires réellement versés au niveau de votre employé. Le bloc activité. Donc ça, c'est un bloc qui est justement remis. Donc les heures déclarées permettent de vérifier la condition minimale d'affiliation ou de rechargement des droits. C'est-à-dire qu'en plus du salaire, on va regarder également les heures que le salarié a travaillées. Cette affiliation en heures, elle s'applique également pour vérifier, si jamais il y a une démission, si oui ou non on doit opposer la démission. C'est-à-dire que les heures travaillées, eh bien, elles doivent refléter exactement les heures que votre salarié a effectuées. Ce volume de temps est déclaré dans le bloc 53, donc type 01, qui est le travail rémunéré, et le volume doit être exprimé dans une unité. Donc, je reprends ce qu'a dit Fabrice, une unité qui est mesurable pour France Travail, les heures ou les jours. Quand vous avez votre bloc 53, vous avez effectivement donc le temps de travail rémunéré, donc qui est le temps de travail effectif de votre employé, et vous avez également dans le type 02 la déclaration d'absence. Votre salarié, il a peut-être été absent parce qu'il a été par exemple en maladie. Eh bien, ces absences, elles doivent être déclarées dans le type 02, la durée d'absence non rémunérée. L'unité doit être également exprimée en heures ou en jours. Et si l'unité n'est pas exprimée, on va aller chercher, dans la DSN l'unité de volume de travail qui est prise par défaut. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que vous devez correctement déclarer le temps de travail rémunéré de votre salarié pour que l'on puisse calculer correctement ses droits et savoir si oui ou non il a encore le droit à l'assurance chômage. Et vous devez déclarer également correctement les absences de ce salarié. Il y a des événements qui amènent des absences. Si effectivement vous avez des absences, il faut correctement les déclarer, toujours avec une unité en heures ou en jours. Si on regarde l'attestation employeur, de la même façon qu'on a regardé les différents points de l'attestation employeur, eh bien, on voit bien que le temps de travail est dans le bloc 53002. Pour le type 1, vous avez uniquement le nombre de jours. Pour le type 2, vous avez effectivement l'absence pour le demandeur d'emploi. Cathy vient de vous parler du bloc rémunération. Moi, je vais vous parler du bloc 52 sur les primes. Alors, première alerte, bien sûr, c'est les primes sont bien dans le bloc 52 et ne pas les mettre dans le bloc 51 rémunération.
en plus du bloc 52 qui, vous imaginez bien, permettrait d'avoir au demandeur un taux plus fort et qui potentiellement serait assujetti à un trop perçu derrière. Là, quand on parle des primes, elles servent de toute façon dans le calcul de son droit. Si elles remplissent les conditions suivantes, donc si elles ont été perçues pendant la période de référence du calcul, si elles sont versées en contrepartie d'un travail et qu'ils sont retenus, quelle que soit la référence rattachée ou non à la période de référence de calcul pour le régime général. Ces primes, bien sûr, et ces règles-là, dès qu'elles sont remplies, nous allons prendre le montant des primes et donc le rajouter à son salaire journalier de référence. Par contre, c'est sur le bloc 51, il faut bien, c'est ce que je vous disais précédemment, que sur le bloc 51, il fallait bien qu'elle soit dissociée pour ne pas rajouter, et de faire attention lorsque vous remplissez ce bloc 52 avec la codification 28, prime non liée à l'activité, qui n'est pas prise en compte par l'assurance chômage puisque ce n'est plus en contrepartie d'un travail. Donc, principalement, c'est la prime paternité qui existe, c'est sur cette prime 28. Donc, cette prime, bien sûr, ne figurera pas sur l'attestation employeur et c'est donc normal. Vous avez derrière la dernière partie, on va dire, une des dernières parties de l'attestation employeur sur les primes indemnités avec les différents sur le bloc 52. Et vous avez 4 codes différents qu'on a voulu faire un petit focus dessus. Donc le 26, la prime exceptionnelle liée à l'activité avec période de rattachement spécifique. Vous avez la codification 27, qui est la prime liée à l'activité avec période de rattachement spécifique. 29, la prime liée au rachat des jours de RTT. Et enfin, la codification 30, qui est la prime de rachat CET. Vous avez également derrière la rubrique sur les dates de paiement et le montant qui est sur le 52002. Je rappelle à ma collègue d'activer son micro. Merci Fabrice. Un dernier point donc, qu'on voulait faire, c'est un point sur l'indemnité de congé payé et l'indemnité compensatrice de congé payé, parce qu'il faut bien les différencier. L'indemnité de congé payé, c'est quelque chose qui est donné en contrepartie de congés payés pris dans le cadre du contrat de travail. À ce titre, cette indemnité de congé payé s'effectue dans les salaires, puisque c'est bien un salaire qui est versé en contrepartie d'un congé qui est pris pendant la durée du contrat de travail. L'indemnité compensatrice de congé payé, elle est différente. Elle est différente parce qu'elle est donnée à la fin du contrat de travail pour le salarié qui n'a pas pu prendre la totalité de ses congés payés. À ce titre, cette déclaration ICCP se fait dans le bloc primes et indemnités pour indiquer une indemnité de rupture de contrat. Les indemnités donc de congés payés, on voit bien la différence avec les indemnités compensatrices de congés payés. Donc, les indemnités de congés payés sont déclarées dans le salaire. Les indemnités compensatrices de congés payés sont déclarées dans le bloc primes et indemnités. Vous ne devez pas déclarer d'ICCP en cours de contrat de travail. Tout simplement parce que ce n'est pas quelque chose qui doit être mis en cours d'un contrat de travail en cours d'exécution. Si vous déclarez des indemnités compensatrices de congés payés en cours de contrat, l'ensemble de ces indemnités qui sont présentes dans vos mensuels et qui vont être remises dans le signalement de votre fin de contrat de travail seront totalisées et seront versées à l'occasion de la rupture. Si je vous donne un exemple, on a eu des formateurs qui étaient affiliés en fait à une entreprise qui percevait 100 € d'indemnité compensatrice de congés payés par mois. Quand il a fini son contrat d'un an, il s'est retrouvé avec 1 200 € d'indemnité compensatrice de congés payés, alors que lui n'en avait touché que 100. Eh bien, c'est normal dans ce cas-là, parce que France Travail va reprendre les différentes indemnités compensatrices de congés payés qui ont été déclarées dans le cadre du contrat de travail et la totaliser à la fin, comme le veut la loi. Ce qui signifie que si vous déclarez des indemnités compensatrices de congés payés en cours de contrat, à la fin du contrat de travail, cette personne se retrouvera
avec une indemnité de rupture inscrite sur l'attestation employeur qui n'est pas correcte par rapport à ce que vous lui avez versé. Et surtout au niveau de France Travail, il aura une carence congé payé qui sera beaucoup plus importante que prévu par rapport à la somme réellement perçue. Si on fait un petit point sur ces 2 points, on se dit que l'indemnité de congé payé, c'est quelque chose qui est pour un contrat en cours d'exécution et il est dans le salaire de la personne. L'indemnité compensatrice de congé payé est uniquement pour un contrat qui est fini. Le salarié n'a pas pu prendre tous ses congés et elle est bien déclarée, cette indemnité, dans le bloc prime et indemnité, de façon à ce qu'on puisse correctement calculer la carence du demandeur d'emploi. Quand on se base sur l'attestation employeur, donc on a effectivement l'indemnité compensatrice de congés payés qui est indiquée dans le bloc 52 pour le type 020, qui est l'indemnité compensatrice de congés payés. Nous en avons fini avec Fabrice sur cette présentation. Un petit point quand même sur la documentation qu'on met à votre disposition. Vous avez les ressources concernant le signalement fin de contrat de travail unique qui est hébergé sur le site de Net Entreprise. On a la correspondance DSN-AE, donc c'est un cahier technique qui permet de voir sur les différentes typologies de l'attestation employeur ce qu'il faut faire dans le cadre de la DSN. La cinématique de déclaration d'un signalement FCTU pour vous aider dans vos déclarations. On a parlé de signalement FCTE, du coup, vous avez également la cinématique d'annule et remplace d'un signalement FCTU, puisque je le rappelle, si jamais vous avez des points de rappel qui arrivent après votre clôture de contrat, vous devez faire une FCTU annule et remplace. L'identification des salariés, donc un point de ce qu'a présenté Fabrice pour indiquer qu'il faut bien que vous ayez les bons documents pour déclarer correctement l'identification du salarié. Le transfert de contrat de travail, puisque rappelez-vous, c'est ce qu'on a vu au niveau de notre présentation, c'est que quand il y a un transfert de contrat de travail, eh bien, on reprend bien le début du contrat initial. La déclaration du passage d'un salarié d'un CDD à un CDI. Tout ce qui est règles de valorisation, modalités pour le bloc rémunération et le bloc prime, bien indiquer les éléments de calcul prévus pour France Travail. Un dernier point sur la déclaration des indemnités compensatrices de congés payés. On vient de le voir, mais c'est important qu'on distingue bien les indemnités pardon, de congés payés et les indemnités compensatrices de congés payés. Et enfin, la déclaration du dernier jour travaillé dans le cadre du bloc arrêt de travail qui nous sert, nous, pour suspendre en fait la prise en compte de la rémunération si elle est altérée dans le cadre d'un arrêt de travail. On vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette présentation. Nous sommes, nous, disponibles, Fabrice et moi, sur nos stands respectifs, donc en l'occurrence France Travail Normandie, et vous avez également l'ensemble des France Travail qui disposent d'un stand. Merci beaucoup à vous et bonne journée. Au revoir. Merci à vous, au revoir.